Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Alexandra Mathiolon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente du groupe Serfim qui existe depuis 150 ans, plus de 150 ans, c'est ça. Entreprise familiale, ETI familiale. Comment est-ce que vous pouvez, tiens, en quelques mots, nous présenter l'entreprise, le groupe? Donc effectivement, Serfim, c'est 150 ans d'histoire. Mhm. C'est une ETI familiale à l'actionnariat indépendant, l'actionnariat familial et salarial, Mhm. qui a 6 missions principales, hein, vraiment de la transition énergétique à l'eau, au recyclage. Et vraiment, l'idée, c'est de contribuer à améliorer la qualité de vie des habitants en aménageant des territoires durables et respectueux du vivant, et avec plus de 3000 personnes. Mhm. 660 millions de chiffre d'affaires pour l'année dernière. On est présent en France et un petit peu en Espagne, et sur des métiers assez niches à l'export, et avec des enjeux forts, évidemment, sur les enjeux de sécurité, de prévention, de transition, évidemment, Mhm. environnementale, et de transformation plus largement. Oui, on va détailler un peu tous ces enjeux. Vous dites, Serfim aujourd'hui, c'est un collectif. Ce qui nous rassemble beaucoup et nous différencie probablement, c'est cette indépendance, actionnariat familial et managérial. Un actionnariat familial, qu'est-ce que ça change précisément? Alors, précisément, pour moi, c'est la question du temps long. Et c'est cette capacité, justement, à pouvoir se projeter dans le temps long. On en parle beaucoup quand on est dans une ETI, Mhm. au sein de collectifs d'ETI aussi, avec cet actionnariat indépendant. C'est-à-dire de pouvoir prendre des décisions en voyant le long terme, en ayant une vraie liberté de nos décisions, en allant au-delà, évidemment, de la performance économique court-termiste. On a évidemment besoin de performance économique, évidemment, in fine. Évidemment, et heureusement. Mais heureusement, mais par contre, on va pouvoir se projeter sur long terme, vraiment travailler nos décisions pour qu'elles aient de l'impact, voilà, et qu'elles aient du sens pour nos territoires, qui sont vraiment pourquoi on s'engage. Et puis aussi, c'est aussi, notamment dans le cadre d'un actionnariat familial, mais aussi managérial, c'est vrai qu'il y a aussi chez Serfim, cet enjeu qui est fort, qui est important pour nous, de proximité avec nos équipes, et voilà, de garder aussi cette proximité dans les prises de décision. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous définit. Il y a une part de responsabilité à porter, quoi, l'héritage. C'est la combienième, sixième génération Oui. à la tête de Serfim, c'est ça? Alors oui, je suis la 6e dirigeante, mais en Ok, fait, mon père a repris l'entreprise d'accord. au début des années 80. Ouais, Donc il y a vraiment eu un mix de transmission familiale et de transmission de personnes physiques à personnes d'accord. physiques. Et là, Ok. on est vraiment là encore dans un mix, hein, avec cette transmission, cette familiale, mais aussi cette continuité avec l'actionnariat salarial. Mhm. Et c'est vrai que cette longévité, elle est vraiment ce qui nous définit aussi, c'est cette Est-ce capacité que à ça être met à la l'écoute. pression d'une certaine façon? C'est une fierté, c'est une responsabilité. C'est Ouais. vraiment les deux à la fois. Une grande fierté parce qu'on pense à toutes les personnes qui, depuis 150 ans, ont vraiment contribué à l'histoire de Serfim. On a eu la chance de fêter les 150 ans l'an dernier. On a pu réunir 2000 des 3000 collaborateurs de Serfim au stade de Gerland, au Matmut Stadium à Lyon. Ouais. Et c'est vrai que de penser à toutes ces personnes qui contribuent aujourd'hui, mais qui ont aussi contribué à faire évoluer l'entreprise, c'est une immense fierté. Et puis, c'est une responsabilité, évidemment, parce que l'entreprise a vraiment su évoluer. Chaque génération l'a fait évoluer. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de faire que cette évolution, elle continue d'aller dans le bon sens, et notamment sur cette transition, évidemment, environnementale Ouais. et sociétale. La taille, on a parlé du temps long, la taille, ces entreprises de taille intermédiaire, dans la catégorie dans laquelle se situe Serfim, vous dites que c'est la taille idéale pour agir. Pourquoi? Oui, pour moi, c'est vraiment la taille idéale pour agir, parce qu'on a déjà des moyens, hein, pour investir, pour innover, pour s'impliquer sur des projets vraiment structurants pour les territoires. Donc ça, c'est vraiment cette taille-là, elle nous permet quand même de faire des choses. Par contre, on reste assez agile, on reste assez Ouais. souple. Et donc, c'est vrai que cette proximité qu'on a dans les prises de décision, elle nous permet finalement d'expérimenter, de tester des solutions qui pourraient paraître un peu originales parfois. Et on le voit dans certains partenariats qu'on peut monter dans les métiers, des partenariats industriels qu'on peut avoir.
on pense les choses différemment. Et pour moi, les ETI ont un rôle du coup nécessairement essentiel pour la transformation des modèles économiques des entreprises. Alors, on peut peut-être balayer, vous l'avez dit rapidement, mais les différents secteurs ou les différents métiers aussi dont on parle chez Serfim. Alors, effectivement, la version très simple, c'est les travaux publics et l'environnement. Ouais. Mais en fait, ce qui nous définit vraiment aujourd'hui, c'est les missions, ce qui nous anime. La première, c'est vraiment accélérer la transition énergétique. On en parle beaucoup, notamment ici. On est un acteur des réseaux d'énergie, des réseaux d'électricité. On va travailler pour Enedis, pour RTE, donc la performance de notre réseau d'électricité. Et là, on touche vraiment à la performance, évidemment, à l'enjeu énergétique. On travaille aussi pour l'équipement des villes, la mobilité électrique, les bâtiments, et aussi dans le développement de tout ce qui va être chauffage urbain et froid urbain, qui sont des solutions technologiques qui ont vraiment un vrai sens pour les territoires. On est deuxième mission dans la préservation de la ressource en eau. Et là, on va vraiment travailler sur l'ensemble du cycle et on va tout faire pour déjà éviter les fuites d'eau dans les réseaux d'eau potable, d'assainissement, pour éviter aussi les pollutions. Et puis, on va traiter l'eau et les effluents. Et là, on est vraiment sur la transformation de la façon dont on traite l'eau, l'économie circulaire de l'eau. Troisième mission, limiter l'épuisement des matières premières. Et ça, on a la chance chez Serfim de ne pas avoir eu de centre d'enfouissement. Et du coup, on a vraiment tout fait absolument pour trouver des nouvelles filières et éviter l'enfouissement des déchets. Donc, c'est pour ça, ces fameux partenariats industriels qu'on peut avoir. On va recycler plus de 800 000 tonnes de déchets qui sont récupérés de nos clients. Et on a moins de 8% qui part à l'enfouissement. Et à chaque fois, on innove. On est beaucoup dans les déchets du BTP, le plâtre, laine de verre, c'est presque des filières à inventer, parfois. C'est des filières à inventer. Récemment, on s'est impliqué dans le recyclage des gazons synthétiques et des membranes bitumineuses. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans des choses trop techniques, mais c'est vrai qu'on se rend compte que c'est des choses qui partent à l'enfouissement et en s'impliquant et en trouvant des solutions, on arrive à éviter l'enfouissement. On a aussi une mission autour de régénérer la biodiversité. Donc là, ça fait écho, on va peut-être en reparler, à la Convention des entreprises pour le climat. On était déjà un acteur de la dépollution des sols et on a voulu aller sur les métiers des espaces verts, mais aussi la refertilisation des sols, donc intégrer le vivant dans les solutions qu'on propose. Cinquième mission, renforcer la résilience des infrastructures vitales. Et là, on parle de tous les enjeux d'adaptation. On va rénover les ponts, les tunnels, les routes, évidemment les réseaux quand on voit les tempêtes. Et enfin, on a une dernière mission qui est un peu transverse, qui est vraiment comment on va optimiser la technologie, mais au service des transitions. Et c'est vrai que pour moi, on voit toutes les évolutions technologiques qui arrivent. L'idée, c'est comment on fait pour qu'elles servent vraiment au territoire, à la qualité de vie, qui est dans notre raison d'être, qui est de contribuer à une meilleure qualité de vie, et donc d'apporter des solutions dans tout ce qui est territoire connecté, vidéo, trafic, pour servir toutes ces grandes transitions. Alors, dans cette émission, il y a un principe. L'invité pose une question à celui ou celle qui va lui succéder. À votre place, la semaine dernière, il y avait Vincent Séguéla, le secrétaire général de la Fédération Léo Lagroge. Évidemment, on parle d'éducation et de comportement. Regardez. Bonjour Alexandra, il y a beaucoup d'investissements et de politiques publiques tournées vers le développement durable, autour évidemment du progrès technique, de la technologie, de l'investissement sur les process et les systèmes et les matériaux. Pourquoi n'y a-t-il pas davantage de moyens ou d'accent mis sur la formation et l'éducation du citoyenneté au développement durable? Autrement dit, est-ce que l'urgence, c'est pas d'abord de modifier nos comportements? Alors, excellente question, et c'est vrai que je pense que l'innovation, tout l'investissement qui est fait dans la technologie, c'est peut-être aussi ce qui est un peu très visible, ce qui est urgent aussi, parce qu'il y a certaines solutions qui ont du sens et qui ont beaucoup d'impact, et évidemment, il y a du sens d'y aller. Mais c'est vrai que je crois beaucoup aussi à cet investissement à faire dans l'évolution des comportements. Je pense que c'est beaucoup plus difficile, en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'on le fait moins, c'est beaucoup plus chronophage. Et en tout cas, chez Serfim, on s'investit vraiment là-dedans. Ça prend quelle forme? Parce que changer les comportements dans une entreprise, 3000 collaborateurs, c'est vrai qu'il y a un levier là d'impact positif. Un levier incroyable. Et vraiment, j'ai plein de collaborateurs qui nous poussent, qui étaient déjà engagés, et d'autres qu'il faut amener vers cette compréhension globale des enjeux. Et
concrètement, déjà, chez Serfim, ça a pris la forme de la Convention des entreprises pour le climat, auquel j'ai participé à la toute première en 2021. Et donc, ça m'a permis, j'avais déjà une formation d'ingénieur et j'étais déjà passionnée par le sujet du climat, mais de comprendre en fait l'ensemble des enjeux des limites planétaires et avoir quelque chose qui est très personnel. Et en fait, cette évolution des comportements, pour moi, elle marche évidemment parce que chacun, finalement, fait son chemin et se transforme. Donc, la CEC, j'ai eu la chance de la faire avec ma directrice RSE, mais j'ai aussi eu la chance de pouvoir avoir 2 filiales qui ont participé aussi au parcours assez engageant de 12 jours, et aussi pouvoir mettre des collaborateurs dans les embarquements qui étaient des formats courts, qui ont permis d'avoir plus d'une 50aine de personnes qui ont participé à ces embarquements. Et, Ils sont un peu les relais. Parce de... qu'il faut réexpliquer, on a beaucoup parlé de la Convention des entreprises pour le climat dans cette émission, mais l'objectif, c'est de définir une feuille, déjà de prendre conscience de ces limites planétaires, et puis ensuite de définir une feuille de route pour son entreprise. Donc c'est ce que vous avez fait. Après, effectivement, j'imagine qu'il faut embarquer les salariés, les collaborateurs. Exactement. Donc le parcours est incroyable et extrêmement riche, avec des experts de grande qualité, des scientifiques, un accompagnement personnel, une intégration de l'ensemble des limites planétaires des vivants, et puis surtout un groupe de dirigeants aussi engagés avec qui on se challengeait et on continue de se challenger pour continuer à avancer quand les périodes sont parfois un peu plus difficiles, quand le contexte économique se resserre et que parfois on met un peu moins l'environnement au cœur de l'agenda. Et pour autant, c'est vrai que c'est super d'avoir un engagement du dirigeant, mais il faut aussi avoir des ambassadeurs, et avec les personnes qui ont participé à ces embarquements, j'ai pu avoir aussi des ambassadeurs. Et au-delà de ça, après, il y a des outils. On a beaucoup déployé initialement, on le fait toujours en partie, la fresque du climat, qui reste un outil hyper pragmatique pour expliquer les grands principes. Et on a développé récemment notre propre atelier qui capitalise évidemment sur l'existant, mais comme en fait on est en lien avec certaines limites planétaires, en particulier chez Serfip, que sont l'énergie, l'eau, l'économie circulaire ou encore la biodiversité, on a développé notre propre atelier avec des mini-fresques pour à la fois que chacun comprenne ces 4 enjeux principalement, et aussi voit comment dans nos métiers, comment concrètement au quotidien, ils peuvent modifier leurs pratiques, trouver des idées nouvelles à apporter, parce qu'on a une approche sur la décarbonation chez Serfim qui est très bottom-up, en fait, en bon français, mais qui vient vraiment du terrain, avec plein de solutions. Et du coup, je trouve qu'avec tout ça, on arrive à faire évoluer les comportements. Votre raison d'être, qu'on va voir s'afficher, contribue à une meilleure qualité de vie en aménageant des territoires durables et respectueux du vivant. Je veux bien qu'on mette cette raison d'être en miroir de la feuille de route de la Convention des entreprises pour le climat. Qu'est-ce que vous avez transformé finalement dans votre entreprise grâce à cette feuille de route et avec cette place, cette notion de vivant dans vos activités? Alors, effectivement, la feuille de route, elle avait un volet, donc je reviendrai peut-être après, mais social, évidemment, très fort, qui est aussi une part très importante chez Serfim, avec les notions de sécurité. Il y avait la réduction de notre impact, la réduction de notre impact qui était évidemment hyper importante sur, évidemment, les bilans carbone, mélange des déchets, de l'eau. Et ce qui m'importait presque encore plus, c'est ces fameuses missions que je vous ai expliquées, qui étaient vraiment finalement, et ce qu'on a changé, c'est que c'est vraiment nos boussoles. Nos boussoles, quand on va faire une croissance externe, un nouveau développement, un investissement, on va dire finalement, est-ce qu'on va en fait dans l'évolution de ces missions-là, évidemment en le mettant en cohérence avec l'évolution de la société et des besoins du marché. Donc cette feuille de route, elle nous a permis de poser ces missions et d'en faire des vrais leviers et des points de décision. Et derrière ça, il y a aussi des indicateurs clés. Et c'est vrai que ce qui m'importe finalement dans la manière de présenter Serfim, c'est dire voilà les tonnes de déchets qu'on a évité de l'enfouissement, les volumes d'eau qu'on a traités, qu'on a dépollués, les kilomètres de chauffage urbain qu'on a déployés. Et ça, je pense que c'est ce qui permet finalement d'avoir finalement un développement qui est sain, parce qu'on avance sur ces leviers-là. Et ça nous a permis de nous poser la question de nos modèles
économiques et d'aller challenger ces modèles économiques et aussi s'assurer qu'ils soient alignés avec les limites planétaires, s'assurer qu'on aille aussi au-delà de simplement réduire notre impact, mais comment on régénère vraiment aussi les territoires avec les solutions qu'on apporte. On va parler de social et de sécurité dans un instant, mais toujours sur le vivant, la biodiversité. Vous avez des exemples, alors il y a plein, on l'a compris, plein d'activités, de métiers différents chez Serfi, mais des exemples d'actions mises en œuvre en faveur de la biodiversité aujourd'hui. Alors très concrètement, là on a le plus d'impact, ça reste sur la dépollution des sols. Donc en fait, on a des sols qui vont être qui ont été artificialisés, qui ont été utilisés pour des besoins industriels et qui, surtout, il y a quelque temps, maintenant c'est évidemment beaucoup moins le cas, mais qui ont eu des enjeux de pollution extrêmement fortes. Donc là, on va vraiment avoir une vision complète pour apporter une solution de dépollution, mais aller jusqu'à rendre ses droits à la nature avec ce lien fort qu'on a avec les sols. Et en fait, une autre solution qu'on propose, c'est vraiment la refertilisation aussi des terres. Et en fait, on développe différentes plateformes où on va récupérer des terres plus ou moins polluées. Donc, c'est différentes solutions, c'est différentes techniques. Évidemment, pour des terres pas trop polluées, on va réussir à utiliser des traitements assez naturels, assez biologiques. Dans des terres très polluées, on essaye, mais il faut aussi parfois mixer les solutions et les méthodes. Et on a différentes plateformes, notamment Terre en Vie, qui est un partenariat industriel que nous avons avec Vicat. On va récupérer des terres très polluées. On va essayer d'en refertiliser une partie et une partie va aussi partir en cimenterie. Et après, on a des plateformes où on va vraiment essayer réussir d'ailleurs aussi à refertiliser les terres pour protéger ces terres fertiles qui sont vraiment essentielles et qui ont parfois été enfouies. On va avoir aussi les développements très concrets. Tout récemment, on a repris une entreprise dans les espaces verts. On est aussi présent dans l'aménagement de la route. Et l'idée, c'était d'avoir plusieurs solutions, entre guillemets, plusieurs solutions qu'on puisse offrir à nos clients pour pas chercher absolument à faire le volume, mais aussi, évidemment, on a besoin de routes, on a besoin de les rénover, de manière le plus vertueuse possible et dans la durée, mais on a aussi besoin de penser la ville différemment par rapport aux îlots de chaleur et intégrer les solutions qui intègrent le vivant, évidemment, plus de verre. Et puis après, il y a des solutions indirectes. Quand on travaille sur l'économie circulaire, on peut se dire qu'on travaille avant tout sur l'enjeu du recyclage, du réemploi, mais finalement, on évite l'épuisement des matières premières et on évite de toucher à des nouvelles zones naturelles. Bien sûr, évidemment. Alors, effectivement, dans cette feuille de route, il y avait une dimension sociale de quoi, de sécurité de vos salariés, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, le volet social, il prend aussi la forme de la formation, de l'alternance, de l'insertion. On pourrait y revenir. C'est vrai que dans les travaux publics, notamment sur ce volet-là, c'est très important, mais aussi dans le métier de l'environnement. Mais l'aspect sécurité-prévention, c'était vraiment un de mes engagements. C'était et c'est toujours, d'ailleurs, je pense que ce le sera pendant toute ma carrière, d'ailleurs, un engagement fort de vraiment faire que la sécurité soit une priorité non négociable, un préalable à tout ce qu'on fait. Et on a fait un état des lieux assez important en 2023. J'ai pu compter sur une équipe de dirigeants. Là, on parle aussi de l'embarquement des équipes, mais en fait, c'est vraiment eux qui ont fait cet état des lieux et qui ont construit une feuille de route, donc des dirigeants opérationnels de filiales, donc qui ont construit cette feuille de route qu'on a appelée Préventim et qui nous permet en fait de changer profondément la culture de la sécurité. On avait des bons fondamentaux. C'est la question que j'allais vous poser. C'est-à-dire, si vous vous dites, en faisant cette convention des entreprises pour le climat, tiens, là, il y a un levier important, c'est quoi? Qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément... ou peut-être qui étaient datées, d'ailleurs, dans les processus En fait, on faisait des choses très bien et on n'avait pas à entre guillemets à rougir de ce qu'on faisait parce qu'on était vraiment dans on est masse. Bon, ça parle plus ou moins, mais c'est des certifications de sécurité qui parlent dans le monde industriel. Les certifications évidemment ISO. On avait un comité prévention en interne. On avait en fait une structure, une base. En fait, on se rend compte que beaucoup d'entreprises, et c'était notre cas, avaient une méthode, avaient une technique, avaient des moyens
moyens quand même qui étaient mis. Le volet le plus difficile, et ce qu'a révélé cet état des lieux, c'était vraiment le volet humain et managérial. Et comment, en fait, il y a une importance forte de l'exemplarité. Évidemment, on avait et on a toujours des dirigeants engagés, mais en fait, l'exemplarité, elle nécessite un cadre, elle nécessite de vivre au quotidien, et aussi, elle nécessite des moyens. Et ce qu'on a fait dans cette feuille de route, c'est aussi donner des moyens en termes d'outils, mais aussi de formation. Et par exemple, on a formé plus de 800 managers dans un temps très court, en 1 an et demi à peu près, à des visites de sécurité engageantes et participatives. Et l'idée, c'était vraiment de donner les outils, en fait, parce que c'est beau de dire fais de la sécurité. Évidemment, tout le monde veut en faire, pour tout le monde, c'est important. Mais il faut qu'on donne des outils à nos équipes et aussi aux dirigeants, évidemment, pour incarner ça et s'en rappeler au quotidien. Et vous envoyez les faits très rapidement? Là, on commence à en voir les faits. On a fait l'état des lieux en 2023, on a commencé en 2024. Et en 2024, quand on a lancé le plan d'action, on a dit qu'on allait réduire de moitié l'accidentologie à l'horizon 2026. Donc, on avance dans cette direction. Donc, on y avance bien. Donc, on est toujours très précautionneux quand on parle de sécurité dans nos métiers, mais on voit une belle tendance, on voit une dynamique incroyable des équipes. On a aussi recruté un directeur sécurité, santé, prévention au niveau du groupe, ce qu'on n'avait pas avant, qui a permis d'alimenter aussi cette dynamique. Mais ce qui était clé pour moi, c'est cet embarquement en fait des dirigeants opérationnels qui ont permis d'avoir la légitimité, qui sont ces fameux ambassadeurs. Et aujourd'hui, on en voit les faits. Et l'objectif, c'est en 2030 d'atteindre les meilleurs standards de la profession et de continuer à engager sur cette vigilance partagée qui est vraiment quotidienne, que chacun se sente responsable de lui, de son collègue et de tout faire, absolument tout faire pour que chacun rentre chez lui en bonne santé le soir. C'est aussi un levier de recrutement, j'imagine. Évidemment. Évidemment, moi j'y crois beaucoup et c'est pour ça qu'on veut aussi parler de cette démarche, même si elle est encore en cours et même si elle est parfois... Vous êtes un secteur, pardon de vous interrompre, mais où c'est encore cette logique de métier en tension, de difficulté de recrutement, ou alors est-ce que ça s'est plutôt apaisé, ça? Alors, ça s'est en partie apaisé. Je pense qu'on était dans une période qui était assez dingue, effectivement, sur la tension. Mais on reste en tension, absolument, sur certains métiers. Donc, effectivement, les métiers de chef d'équipe, les métiers de conducteur de travaux et les métiers sur le terrain, en fait, on recrute encore énormément. Donc, ça reste des métiers qui, là, on parle un peu aussi de la dimension sociale, mais c'est vrai que c'est des métiers, en plus, où on peut découvrir, on peut grandir, on peut faire évoluer les personnes. Et nous, on est très fiers des parcours qu'on a au sein de l'entreprise. Donc, effectivement, tout ça contribue à la marque employeur, évidemment. L'engagement qu'on peut avoir en matière de sécurité et de prévention. Et puis, moi, ce lien que je fais avec les enjeux environnementaux, parce que les deux sont profondément liés. Dont on parle, c'est l'habitabilité de la planète. Et on fait tout ça pour qu'on puisse continuer à vivre sereinement sur cette planète. Vous êtes un acteur, ce groupe est un acteur du territoire. Qu'est-ce que ça signifie précisément ? Parce que par votre activité, vous êtes un acteur du territoire, alors, évidemment. Déjà. C'est intrinsèquement, vous voyez, d'une certaine façon. Oui, alors effectivement, être un acteur du territoire, pour nous, c'est avant tout l'engagement qu'on a pour les territoires, qui sont dans notre raison d'être. Et en fait, parce qu'on touche vraiment à la qualité de vie des habitants, au quotidien des habitants, quand on rénove les routes, quand on répare les réseaux. Voilà, on touche vraiment à cette proximité du terrain. Et après, être un acteur du territoire, ça se passe pour moi à différents niveaux. Au niveau social, évidemment, donc au-delà de l'aspect sécurité, prévention pour nos équipes et nos parties prenantes, il y a aussi tout le volet alternance, formation et insertion aussi. Et là, on a un engagement très fort. On a plus de 200 alternants chez Serfim et on essaye de vraiment les accompagner. Le rôle clé, c'est nos tuteurs qui sont engagés pour faire... pour préparer l'avenir de nos métiers en s'impliquant auprès des jeunes. Et pour ça, on va vraiment investir en eux, investir par des journées de l'alternance qu'on réalise encore, par exemple, au stade de Gerland à Lyon, où on va vraiment leur faire découvrir nos métiers, favoriser les échanges, leur donner envie. On en a 1 sur 2 qui reste, se projette, et c'est notre deuxième vivier de recrutement après l'intérim. Donc c'est vraiment un point clé. Pour moi, c'est ça, être
être un acteur du territoire par l'alternance et le lien avec les écoles. On est présent avec des écoles qui sont des références de nos métiers comme Égletons, plus localement la Martinière à Lyon. Et après, il y a le volet insertion. Insertion, pour moi, c'est aussi être un acteur du territoire. Quand on est en lien avec la ville, on est présent à Vénissieux, qui est et auprès d'écoles qui sont dans les quartiers prioritaires de la ville. Et du coup, on va beaucoup s'investir auprès des associations, des écoles, des collèges, des lycées pour présenter nos métiers, les faire découvrir, accompagner les jeunes, proposer des stages. On sait que c'est un vrai sujet pour les jeunes dans des villes comme Vénissieux, dans les quartiers prioritaires de la ville. Et donc, on va vraiment faire un accompagnement global en investissant du temps de nos équipes, en accompagnant pour les aider à préparer les entretiens, les CV, en participant à des journées portes ouvertes. Donc, c'est ça aussi l'implication dans le territoire. Et puis, c'est aussi ce qu'on va faire en matière de mécénat avec notre fonds de dotation. Donc, on est vraiment présent auprès d'associations qui sont notamment portées par nos collaborateurs et sur lesquelles ils sont impliqués fortement autour de notamment beaucoup de l'éducation. Justement, comment on évite le décrochage scolaire. C'est des sujets qui me tiennent très à cœur. Et puis, on est aussi présent dans le territoire avec l'engagement sportif, auprès notamment du Loup Rugby. Vous l'aurez compris, donc c'est tout ça. C'est aussi un engagement territorial. Exactement. Évidemment. Merci beaucoup, Alexandra Mathiolon, d'être venue nous présenter le groupe Serfim. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce grand entretien. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up. On parle de nos ordinateurs, comment prolonger leur durée de vie.